Mais maintenant, une longue cimée pour nous manger. Tipa, nous continuons, nous pouvons avancer. Traverse montagne, persécution, marécage, douleur et souffrance. Tipa, nous pouvons avancer, nous faire confiance. Même si nous portons les bien lourd, nous n'avons pas besoin d'un bijou. Tipa, nous pouvons avancer vers le royaume. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à notre Tipa de ce dimanche. Le 26 avril de chaque année est célébrée la journée mondiale de la propriété intellectuelle. Et cette année, on met l'emphase sur le potentiel des jeunes à innover, créer, trouver des solutions mieux adaptées à un avenir durable. Et ce soir, Tipa innove pour mieux voir l'avenir. On partage ensemble, on examine les moyens dont disposent ces jeunes avec en studio Ranjana Fugua, Manish Kushmagi et Shweta Mangar. Bonsoir à tous les trois, merci d'être venus. On va très vite faire connaissance avec chacun de vous. Vous avez sûrement énormément à nous dire. On commence par vous, Ranjana. Parlez-nous de votre parcours dans le cadre de cette journée. Alors, mon parcours, j'ai fait mes études à l'île Maurice, j'étais à l'Université de Maurice, et je suis partie en France, j'ai fait des études supérieures en France. J'ai travaillé en France en tant qu'ingénieur de développement, et là, toujours au cœur de ce qu'on fait, c'est tout ce qui est intellectual property, tout ce qui est technologie et innovation. J'ai ensuite bougé en Angleterre où j'ai travaillé pour eBay à l'époque. On venait tout juste d'entamer et d'embrasser, on va dire, tout ce qui est le monde digital, tout ce qui est le monde d'innovation et de la créativité digitale, on va dire. Et c'est là où j'ai commencé mon parcours de marketing. Je travaillais chez eBay pendant quand même pas mal d'années, à côté de Google et d'autres marques qui sont quand même très connues. Et j'ai bougé dans ce qu'on appelle le côté d'agence. L'agence, là où on commence à gérer un petit peu les portefeuilles des clients, justement aussi, encore une fois, tout ce qui est intellectual property, qu'est-ce qui appartient au client, qu'est-ce qui appartient à l'agence, comment on partage les infos entre, comme on les appelle, les stakeholders, et de pouvoir respecter ça selon les législations des différents marchés où on évolue. Et après, je suis rentrée à Maurice en 2009. J'ai finalement lancé Sphere Media en 2012. Ça va faire 10 ans cette année, qui tombe très bien. Et on est quand même une belle équipe de 10 personnes passionnées. Au quotidien, on innove, on respecte, on est en face de notre client, on recommande à nos clients ce qu'il faut faire pour continuer à évoluer, continuer à innover et continuer à rester compétitif dans un marché qui devient de plus en plus, on va dire, difficile à se mettre en avant. Alors voilà, c'est un petit peu mon quotidien, ce que je fais. Oui. On va revenir tout à l'heure sur justement l'ère numérique. Vous êtes la personne idéale à répondre à la question. On passe maintenant à Manish. Manish, parlez-nous, vous, qu'est-ce que vous faites dans la vie pour innover, pour créer? La première compagnie que j'avais fait, c'est Wright-Made, pendant mes études même. Wright-Made, pourquoi? À l'époque, pendant que j'étais étudiant, il y avait des lectureurs qui se plaignaient souvent de leurs femmes de ménage à la maison. Le problème, disons, les femmes de ménage ne sont pas à la maison. Quelquefois, elles ne pouvaient même pas faire les cours parce qu'elles devaient partir à la maison pour s'occuper de la maison. Et même des amis et tout, qui avaient souvent des problèmes avec les femmes de ménage. Alors moi, j'ai décidé de faire Wright-Made à l'époque quand il y avait un problème de manque de confiance dans les individus. Et aussi, de nos jours, il y a plus de couples qui travaillent. Ce n'est pas comme avant, les dames doivent rester à la maison, définitivement non. Mais quand il y a deux personnes qui travaillent dans une maison, il n'y a personne pour s'occuper de la maison. D'où vient la nécessité d'une femme de ménage? Alors, j'ai créé Wright-Made en 2012. Pendant mes études, à l'époque, Wright-Made était à temps partiel. J'ai créé Wright-Made en 2012 et jusqu'à l'heure, on a 150 employés, Wright-Made, en permanence. Malheureusement, on peut avoir plus, mais il y a un manque aussi de volonté de personnes de venir de l'autre côté du nettoyage à Maurice. Mais il y a une demande extraordinaire à Maurice. Pour les femmes de ménage, on fait aussi garde malade et babysitter.
Ça, entre-temps, moi, j'ai innové. Après 2020, j'ai commencé une sorte de formation qui s'appelle Exu Business School, où on fait la formation des femmes de ménage, des gardes malades, des babysitters. Et aussi, on a des cours en entrepreneuriat, business management, et aussi en civil writing and interview skills. Depuis 2002 jusqu'à maintenant, surtout après Covid, où c'était bien difficile, on a dû innover et chercher d'autres filières aussi. Et on va revenir peut-être un petit peu plus dans les détails, comment ça se passe. On voit Shweta. J'ai 26 ans et après la HSI, j'ai parcouru mon diplôme en gestion d'entreprise et à seulement 23 ans, j'obtiens mon MBA. Et juste après, je rejoins l'entreprise de papa, Color Plus, fondée en 2005, qui est une imprimerie et on imprime sur divers matériels comme les bannières, les cotes, les livres. Et en 2018, nous avons pu introduire la création des enseignes et des panneaux signalétiques. Pour moi, ça a été toujours une évidence de rejoindre l'entreprise ensemble avec ma sœur. Est-ce que vous diriez que vous avez atteint vos objectifs que vous vous étiez fixés? On commence par... Alors, je pense que les objectifs, on va dire que ça doit changer, ça doit évoluer. Il y a des étapes dans la vie professionnelle où on se dit, dans 5 ans, je veux que le business ait atteint, à titre d'exemple, tel nombre de clients dans mon portefeuille ou un chiffre d'affaires spécifique ou des projets qu'on aurait souhaité mettre en place. Et après, quand on aura fait ça, qu'est-ce qui se passe après? Il y a d'autres objectifs qui viennent se mettre en place. Alors, les objectifs, la vision reste la même. Je pense que quand c'est bien défini, elle doit rester quand même. Il y a une certaine stabilité, un fil conducteur qui reste, mais les objectifs, ça évolue. Ça évolue avec ce qui se passe dans le marché, avec les nouveautés technologiques qu'on découvre au quotidien. À l'île Maurice, on est toujours en train d'essayer de comme si bridge the gap avec ce qui se passe à l'extérieur et ce qu'on a à l'île Maurice. Donc il y a toujours ce besoin de continuer à revoir ces objectifs, à remettre de nouveaux objectifs. Se remettre en question. Se remettre en question. Donc oui, dans un premier temps, oui, on a atteint nos premiers objectifs. Donc on a nos clients qui sont très stables avec nous. Mais après, comme je vous dis, on évolue, on met en place d'autres projets pour continuer dans cet élan d'innovation. Oui. Et après aussi, on innove pour garder la passion, pour garder la créativité. Si on reste comme ça, l'équipe derrière ne va plus suivre. Les clients vont se dire, Sphere Média, qu'est-ce que vous nous donnez? Vous ne nous donnez plus rien de nouveau. Alors vraiment, les objectifs évoluent avec ce qu'on a en tête, avec l'accompagnement qu'on veut donner avec les gens qui évoluent dans notre sphère. Autour de vous. Alors Manish, vous parlez de formation. Quels sont les outils qui sont mis à la disposition des jeunes, justement, qui veulent créer leur entreprise? Pour être franc, il y a beaucoup d'outils qui sont là. Mais malheureusement, il y a beaucoup de jeunes qui ne sont pas au courant. Disons, on va prendre l'exemple de SME Mauritius. Tous les schemes qu'ils ont, personnellement, pour quelqu'un de nouveau dans le business, ils peuvent acheter, ils ont des grants qu'ils obtiennent gratuitement avec SME Mauritius. S'ils veulent employer des personnes avec la collaboration du ministère du Travail, on a le Youth Employment Programme, où le gouvernement contribue la moitié du salaire. On a aussi SME Mauritius même qui fait des sessions gratuitement pour former des jeunes de la création d'entreprises et gestion aussi. Et suite à ça, il y a beaucoup encore. Il y a plusieurs ministères, même le ministère de la Jeunesse et du Sport, qui ont plusieurs schemes pour faciliter l'entrepreneuriat parmi les jeunes. Et donc, je reviens sur votre formation. Comment ça se passe? Est-ce que vous lancez des appels? Comment Mandimouna connaît Mobizin faire une formation? Est-ce qu'ils sont intéressés d'abord à aller se former? Alors, normalement, comme je vous ai dit, on a 2 formations. On a la première qu'on a, c'est pour les femmes de ménage et les gardes malades et tout. Ça, c'est nous qui plutôt, on part envers les personnes. Vu que nous-mêmes, on a une grande demande de femmes de ménage et de gardes malades surtout, avant de recruter quelqu'un, on la propose de faire une formation. La majorité du temps, c'est gratuit parce qu'elle va être employée avec la compagnie même. Alors, on fait la formation gratuitement, qui est approuvée par MQA, gratuitement, et après, elle a un travail. Mais par contre, pour les cours professionnels, c'est plutôt nous on va chercher des personnes, on fait des publicités et tout. Et pour la suite, on fait des cours. Oui. Et donc, Shweta, dans le domaine de l'imprimerie, il y a beaucoup d'imprimeries. Est-ce qu'on arrive à protéger justement cette
propriété intellectuelle quand il s'agit de marques, de logos, de dessins, de brevets? Comment ça se passe? Alors, oui, c'est vrai qu'il y a une manque de connaissances dans la propriété intellectuelle, surtout des jeunes. Ils ne savent pas vraiment c'est quoi. Et surtout, c'est eux qui sont ciblés, les jeunes entrepreneurs, parce qu'ils viennent toujours avec les idées très innovantes. Alors oui, dans les imprimeries, nous avons des propriétés intellectuelles industrielles qui comptent sur la protection de la marque de fabrique, de même un service et le produit, en gros. Peut-être vous vous occupez beaucoup de propriété intellectuelle. Alors, expliquez-nous, qu'est-ce que c'est? Bon, déjà, à commencer, ça commence bien même quand on est en train d'employer quelqu'un. Quand la personne va évoluer au sein de l'entreprise, ben, il faut se poser la question, est-ce que tout ce que cette personne va créer en étant en emploi chez vous, est-ce que ça revient à l'entreprise ou c'est à la personne? Déjà, même à ce niveau-là, il faut que ce soit défini. Alors, contractuellement, nous, on travaille énormément sur tout ce qui est contractuel. C'est bien défini, c'est noir sur blanc, il n'y a pas d'ambiguïté. Les deux parties prennent connaissance de qu'est-ce qui appartient à l'un et à l'autre. Et après, on part, on fait notre boulot. Alors, au niveau des employés, oui, je pense que très souvent, et c'est la pratique courante, c'est que quand la personne évolue au sein d'une entreprise, parce qu'elle est en train de créer en étant, pendant sa durée d'emploi, ben ça, c'est quand même la propriété de l'entreprise, à moins que ce soit autrement défini à titre contractuel. Après, ben, effectivement, comme vous le dites si bien, on travaille avec beaucoup de clients, on respecte le produit du client, on respecte la marque du client. À aucun moment, en tant qu'agence, on va dire, hein, dans nos pratiques, à aucun moment, on va empiéter, on va nuire à l'image ou à l'identité ou au produit du client. Ah, ça, c'est un respect qu'il faut vraiment avoir à la base même pour pouvoir évoluer et donner le service et surtout pour que le client puisse avoir confiance et que devant, il n'y ait pas de conflit ou de souci, même légal. Alors, à ce niveau-là, oui, il faut qu'on prenne conscience aussi. Ce qui est bien, c'est qu'au sein d'une entreprise, il faut qu'on fasse des formations, que ce soit la formation des employés, que ce soit nous-mêmes qui faisons la formation de nos clients. Parce que très souvent, ce qu'on a vu dans l'évolution de mon agence, c'est qu'on devient le prof. On commence à instruire nos clients dans ce monde digital qu'ils vont évoluer, dans lequel ils vont évoluer, et qu'est-ce qu'il faut considérer comme intellectual property. On a des organismes à l'île Maurice, par exemple, nos logos, il y a une procédure. Ben, dès qu'on est en train de créer un projet, la première chose, c'est d'aller vérifier si ce projet existe, si ce nom existe, et après, déjà de commencer à patenter, on va dire, le logo. Ça, c'est, je pense, une des premières étapes de mise en place d'une marque à l'île Maurice. Et je rejoins ce que vous avez dit, et ce que vous avez dit aussi, c'est que il y a les règles sont là, peut-être les organismes sont là, mais il y a une déconnexion entre ce qui est là et l'application et l'usage. On voit que les gens ne connaissent pas ou ne sont pas forcément trop bien informés de ce qui est à leur disposition pour pouvoir mener à bien leur marque, la mise en place d'une marque, d'un produit, d'un brevet quelconque. Et là, au lieu de le voir comme un risque, on doit plutôt le voir comme une opportunité d'éduquer ces gens-là pour que, voilà, devant, ils puissent avoir quelque chose qui est bien ficelé, bien concret et que personne ne pourrait venir nuire, on va dire, à leur marque, à leurs produits, à leur bébé, quoi. Voilà. Mais vous parlez justement tous les deux, là, d'une méconnaissance, je ne pas connais, je pas, et non ça, et je ne pas connais tout ban projet, tout ban programme qui est SME, et non, par exemple. Comment faire pour éduquer? Comment faire pour instruire? Est-ce que dans les universités, par exemple, il n'y a pas, je ne sais pas moi, des moyens d'informer les jeunes qu'il y a des facilités qui sont mises à leur disposition? Définitivement, on a les moyens, mais malheureusement, à l'université, on ne vous montre jamais comment devenir un entrepreneur. On va vous montrer comment avoir un emploi et tout. On ne va pas vous dire, disons, comment faire une compagnie.
comment créer une compagnie, quels sont les défis, les avantages. Si vous avez, disons, vous faites un degré en business management, vous avez un module en entrepreneurship. Mais le cours en entier, ce n'est pas l'entrepreneuriat. Même dans les universités, on ne vous montre même pas comment faire un CV, une lettre d'application, disons. C'est ça où nous, on a voulu aider les étudiants, que ce soit des universités ou les personnes qui viennent terminer HSI, comment faire un CV, une lettre d'application et aussi comment avoir des interview skills. C'est ça la formation. Mais je pense que si on peut regrouper tous les schemes qu'on a du gouvernement et communiquer ça aux jeunes, ça va être un atout pour eux. Donc, c'est une demande que vous faites. Définitivement. Et comment le faire? À travers SME ne fait pas ce genre? SME fait, il a aussi beaucoup de schemes, mais peut-être centraliser tous les schemes avec SME ou notre ministère, je ne sais pas, ça dépend du gouvernement, mais centraliser tout sur un seul ministère. Ça va être beaucoup mieux. Comme ça, il ne faut pas taper à différents portes pour un entrepreneur de commencer. Il y a aussi Internet qui joue un très grand rôle. On va sur Internet pour chercher les documents. Et là, c'est un peu un vol de propriété intellectuelle. Hein? On ne sait pas où ça commence. Et donc, pour en revenir à l'ère numérique dont vous parlez, il y a aujourd'hui 1,8 milliard de jeunes de 24 ans, surtout dans les pays en voie de développement. Et 90% de ces jeunes sont dans ces pays. Et on dit que dans les prochaines années, ça va augmenter encore. On les appelle les enfants de l'ère numérique. Et donc, vous trois, comment vous voyez l'avenir des jeunes Mauriciens qui, par milliers, se retrouvent à la fin des résultats de HSI sur le marché du travail? Vous? Alors, le monde a changé. On le sait tous, on le dit trop souvent, peut-être même maintenant. Depuis ce qui s'est passé les 2 dernières années, les gens ont évolué, mais différemment de ce qu'on connaissait dans notre pratique traditionnelle. Les jeunes, ils ont découvert de nouvelles choses, ils ont commencé à utiliser la technologie, les plateformes, les réseaux sociaux de façon différente aussi. Et on voit beaucoup de jeunes qui arrivent à se positionner. Bon, il y a un autre aspect. Si c'est bien fait ou si c'est mal fait, ça c'est autre chose. Mais à se mettre en avant sur les différents réseaux sociaux, sur les différentes plateformes digitales qui sont là, qui sont disponibles. Moi, je pense que les jeunes vont continuer à évoluer, continuer à adopter les différentes plateformes qui existent. Mais ce qui est très important, c'est comment l'utiliser. Quoi utiliser? Qu'est-ce qu'il faut mettre en avant? Parce que c'est facile d'être sur une plateforme, c'est facile de se dire, écoutez, j'ai quelque chose, j'ai un produit, j'ai créé un produit, je veux mettre en avant un produit. Je suis moi-même, très souvent les influenceurs, ils sont eux-mêmes le produit, dans pas mal de cas. Je vais me mettre en avant. Mais l'image est très importante. L'image, c'est vous, ce que vous voyez dans votre miroir le matin. Est-ce que s'il y a quelque chose qui cloche, vous ne serez peut-être pas trop confortable pour sortir. Vous allez vous mettre bien belle et bien beau et bien avant de sortir. C'est exactement la même chose. Alors, il y a vraiment cet aspect d'éducation qui doit être à la base même de tout ce qu'on fait. Oui, cette ère digitale, elle est là pas pour stagner, elle va évoluer. Il y aura des nouveautés au quotidien. Mais il y a cet aspect éducatif qu'il faut être à la base de tout ce qu'on fait. Les risques, comment se mettre en avant, l'image, qu'est-ce qu'il faut prendre en considération avant de se mettre en avant ou de mettre un produit en avant, comment communiquer, le langage. Très souvent, on voit, je vais peut-être juste faire dire en aparté quelque chose, quelqu'un se dit, je vais créer un produit. Voilà, c'est là. Mais après, tout ce qui est l'emballage, tout ce qui est la beauté de ce produit, est-ce que si je me mets dans la peau de quelqu'un qui va peut-être utiliser un service ou acheter un produit, est-ce que c'est attrayant? Alors, il y a pas mal de choses. Oui, on veut évoluer, oui, on veut être dans ce monde digital, mais il faut vraiment quand même faire très attention, et il faut s'instruire, ce qui est très important. S'instruire sur les différents aspects de ce qui fait que j'ai l'image qu'il faut pour mettre en avant. Alors, Cause, comment se présenter, comment
justement l'emballage du produit. Mais moi, Manish, une question qui m'intéresse, c'est que j'ai pas mal d'amis qui sont eux-mêmes des entrepreneurs et qui se plaignent du manque de main-d'œuvre. Nous pas gagner du monde pour travail. Et donc, comment ça se fait? Vous faites une formation, il n'y a pas beaucoup de personnes qui viennent, il y a toujours un manque de main-d'œuvre. Comment vous expliquez cela? Alors, définitivement, nous-mêmes, on a beaucoup de clients. Malheureusement, on ne peut pas prendre. On fait des recrutements tous les jours, surtout pour Right Made. Tous les jours, on fait à peu près 15 à 20 entretiens tous les jours. Et peut-être dans 15 à 20 entretiens, on a 5 personnes qui sont OK. Mais quand on appelle pour travailler, 1 ou 2 qui sont OK pour travailler. On n'a pas vraiment, je ne sais pas, les gens, quand ils viennent pour l'entretien, ils ont bien besoin de travail. Ils n'ont pas les moyens, ils ont bien besoin, ils ont des enfants, ils ont besoin de travail. Mais quand on leur propose un travail, non, ils ne sont pas disponibles. Pourquoi? Mais qu'est-ce qu'ils font? Comment ils gagnent leur vie? Je ne sais pas. Ils viennent au bureau, ils disent qu'ils n'ont pas de travail. Avec leur bébé, des fois, ils viennent pour les entretiens, ils ont besoin de travail, bien besoin de travail. On les propose un travail bien au-dessus du salaire minimum. Hein. On ne donne pas le salaire minimum, c'est presque 1,5 fois plus. Heure de travail, pareil, 40, 45, nettoyage, surtout dans les maisons. Mais on n'a pas de personne. Est-ce que c'est une question de statut? Est-ce que les jeunes, par exemple, on a besoin de main-d'œuvre dans l'électricité, de jeunes laboureurs, de jeunes agriculteurs. Dans les autres pays, on voit des jeunes apporter des idées innovatrices dans des domaines. Mais à Maurice, on dirait qu'il y a une espèce de, comment dirais-je, un préjugé sur certains emplois. Je ne pense pas vraiment que c'est un préjugé parce que tout le monde a besoin, disons, une femme de ménage. Si elle ne vient pas à la maison 2 jours, 3 jours, je ne sais pas si on peut rester dans la maison, si on ne fait pas le nettoyage nous-mêmes. Même un bureau, on ne peut pas travailler dans un bureau s'il n'y a pas quelqu'un qui vient nettoyer tous les jours. On peut travailler 1 jour, 2 jours, mais après non. Mais ces gens-là, je pense, méritent tout le respect qu'on leur doit, bien plus encore. Et je ne crois pas vraiment qu'il y a une honte pour faire ces travaux-là, Maurice. Mais c'est plutôt un manque de volonté, ou peut-être aussi de culture pour travailler. Parce que je pense que la majorité des compagnies qu'on a, la majorité des entrepreneurs que je rencontre, ils ont le même problème, manque de main-d'œuvre. Manque de main-d'œuvre, mais beaucoup dedans ils n'ont pas le choix que d'importer des travailleurs étrangers. Mais sinon, si on se fie à la main-d'œuvre locale, ça nous empêche de grandir. Alors, nous sommes arrivés presque à la fin de ce programme. Merci de l'échange. Une dernière question, Shweta. Est-ce que, quand on entend Manish et Ranjana qui ont pris leur envol, allons appeler ça comme ça, et toi, tu es resté dans le cocon familial, est-ce qu'on s'épanouit à travailler sur le regard de papa, de maman, des sœurs? Oui. Alors, quand je venais de rejoindre l'entreprise, j'ai entamé 2 années d'apprentissage pour savoir les valeurs de l'entreprise, les savoir-faire et pour essayer de ne pas trop accaparer dès ma rentrée. Je n'ai pas voulu prendre le dessus tout de suite et là, je me concentre actuellement sur le développement avec de nouveaux projets même en ce moment. Et j'ai eu le feu vert de papa et j'ai beaucoup de liberté et pour arriver à m'épanouir vraiment. Et oui, on a des clashs, souvent des clashs parce que la mentalité est différente. La façon de diriger une entreprise, ma génération et la génération de papa, c'est vraiment différent, mais on arrive à s'adapter et à respecter les opinions de chacun et avec beaucoup de sacrifices et la tête sur les épaules, on arrive. Oui. Alors, merci à tous les 3 d'être venus ce soir. Et si vous aviez un message à passer aux jeunes qui veulent innover, quel serait-il? Moi, je dirais toute idée a sa place à être dissectée, à être analysée, à être mise sur table pour pouvoir se poser la question et se dire est-ce que ça vaut le coup d'aller de l'avant
quelle est l'opportunité qui est devant et tout ce qu'il y a autour. Alors oui, continuer on va dire, À oser. à oser, continuer à penser, à rechercher, à essayer de voir ce que fait l'autre et essayer de se dire est-ce que c'est quelque chose que je peux faire mais en mieux, continuer à venir avec des idées, à innover et à se remettre en question. On est jeune, on démarre maintenant, essayez d'aller vers les institutions qui peuvent vous donner les infos qu'il faut, vous épauler pour que vous puissiez finalement vous lancer, mais de la bonne façon. Voilà, encore une fois, merci. Et merci de votre attention. Nous voici arrivés à la fin de ce Tipa Tipa, de dernier dimanche du mois d'avril. La semaine prochaine, ce sera justement la fête du travail. Merci de votre attention. Aujourd'hui, on retient, il faut oser, surtout les jeunes, il faut créer, il faut innover. Et il y a eu une demande pour qu'il y ait une centralisation pour mettre des informations à la portée des jeunes pour qu'ils sachent qu'il y a dans ce pays de nombreuses options, facilités offertes pour les aider à se lancer dans la vie. Bonsoir et à dimanche prochain pour un autre Tipa Tipa, nous avancer. Livrez-nous une langue si mais pour nous manger.